Deux chiffres, 9 milliards et 40%, ont brusquement brisé une logique vieille d'un siècle, comme si un simple pacte pouvait déplacer l'axe du pouvoir sahélien. Pourtant, alors que les champs renaissent, c'est l'inversion silencieuse entre dépendance et souveraineté qui frappe le plus, preuve qu'une équation économique peut devenir une déclaration politique. Mais que signifie vraiment ce basculement pour celles et ceux qui regardent l'expérience AES avec prudence, et surtout pour la vision portée par Ibrahim Traoré? Dans cette lumière crue, une question persiste. Jusqu'où peut aller cette rupture? Le pacte du riz ouvre une promesse précise: replacer le Sahel dans un cycle où l'autonomie alimentaire n'est plus un slogan mais un outil de stabilité durable. Le bénéfice central tient en une idée simple, à peine 12 mots: réduire la dépendance extérieure pour renforcer la sécurité intérieure durablement. Cette perspective attire autant qu'elle inquiète, car chaque étape du projet expose un risque latent. Si les infrastructures échouent, la région pourrait retomber dans la spirale d'importations coûteuses et de crédits conditionnels qui ont façonné les décennies précédentes. Pourtant, un micro-signe d'élan apparaît dans la manière dont les coopératives locales s'approprient les nouvelles techniques d'irrigation. Elles ne se contentent pas d'appliquer des modèles venus d'ailleurs, elles les adaptent, les plient à leurs contraintes climatiques et reconstruisent progressivement une souveraineté technique. Cette dynamique redéfinit les enjeux. Ce pacte n'est plus seulement une opération agricole, mais une tentative méthodique de déplacer les leviers du pouvoir économique vers les communautés rurales elles-mêmes. Si cette transition réussit, la région pourrait franchir un seuil où l'indépendance ne dépend plus du crédit, mais de la capacité à produire régulièrement. La bascule se lit d'abord dans deux données: 14 millions d'acres irrigés et 2,6 millions d'emplois nouveaux, un tandem numérique qui transforme un projet agricole en mutation structurelle. À ces chiffres s'ajoute une baisse de 40% des importations alimentaires, confirmant que la souveraineté cesse d'être une intention pour devenir une trajectoire mesurable. Depuis ce point d'inflexion, le récit du pacte du riz s'est étoffé comme une longue chaîne de causes et d'effets qui s'enracinent dans des décennies de dépendance. Pendant les années 1900, les programmes d'ajustement structurel avaient lentement déporté le Sahel vers une consommation importée, fragilisée par les crédits, les conditions et les révisions imposées de l'extérieur. Chaque renégociation renforçait la même mécanique: prêter pour importer, importer pour survivre, survivre pour replonger dans la dette. Le pacte signé avec l'Inde et le Vietnam vient rompre cette spirale, non pas par rupture idéologique, mais par l'introduction d'un couplage inédit entre semences asiatiques et irrigation hybride solaire, capable de redonner une marge d'action locale. Dans les plaines de Bobo-Dioulasso, les premières pompes indiennes ont fait verdir des terrains que l'on croyait définitivement perdus. Les stations d'irrigation, installées par des équipes mixtes, ont redessiné les saisons. Là où les champs ne donnaient bien qu'une seule récolte, les coopératives annoncent désormais des cycles réguliers. Ce rééquilibrage matériel s'accompagne d'un glissement politique subtil. Les banques occidentales, habituées à dicter le tempo financier de la région, voient diminuer un levier qu'elles utilisaient depuis des décennies. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré intervient comme vecteur d'une nouvelle grammaire du pouvoir. Il ne présente plus l'aide extérieure comme une fatalité, mais comme un choix parmi d'autres, et rappelle que la souveraineté alimentaire n'est pas un geste symbolique mais une méthode. Cette articulation entre chiffres, pratiques agricoles et discours mesurés éclaire la portée réelle du pacte. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, mais une réorganisation profonde des priorités du Sahel. Dans les villages proches de Bobo-Dioulasso, l'évolution se lit d'abord dans le parcours d'Ousmane Diop.
un agriculteur dont la voix tranquille a traversé les ondes nationales. Avant le pacte, il récoltait à peine 4 sacs de riz par saison. Depuis l'installation des stations hybrides, il en remplit régulièrement 7 et consacrait une partie de son surplus à soutenir une petite coopérative locale. Cette progression n'est pas isolée. Aïcha Konaté, dans un hameau voisin, explique comment l'irrigation solaire lui a permis de cultiver une seconde parcelle autrefois laissée en jachère, transformant un revenu incertain en activité stable. Ces trajectoires individuelles révèlent une vérité discrète. La transformation ne s'exprime pas d'abord par les discours, mais par la circulation du travail et par l'assurance nouvelle des foyers qui ne craignent plus l'imprévisibilité des récoltes. Les écoles locales en ressentent déjà les effets. Les élèves apprennent à tracer des canaux d'irrigation sur des cartes simples, tandis que les enseignants utilisent les stations voisines comme exemple concret de sciences appliquées. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un dirigeant central que comme un catalyseur qui oriente l'attention vers ce qui fonctionne réellement. Il rappelle dans plusieurs interventions que la dignité naît des gestes quotidiens plus que des grandes annonces, et les communautés semblent s'approprier cette idée avec pragmatisme. Les coopératives, jusque-là dispersées, organisent désormais des rotations planifiées pour maximiser l'usage des pompes et partager l'expertise technique. À travers ces expériences simples, une conclusion émerge. La souveraineté commence dans les mains qui cultivent. La séquence démarre brutalement. Une poignée de mains brèves, 5 délégations réunies sous le soleil blanc de Ouagadougou et 9 milliards de dollars alignés sur 2 tables. Rien ne semble extraordinaire à première vue. Pourtant, ce geste déclenche une mécanique dont personne n'imagine encore l'amplitude. Les équipes indiennes déploient les premières stations hybrides pendant que les techniciens vietnamiens installent des pompes d'orgue solaires capables de tourner nuit et jour. Les drones de mesure cartographient les plaines, tracent les futurs canaux, identifient les zones de stress hydrique. Les premiers jours ressemblent à un chantier pilote, mais l'élan s'accélère rapidement. Chaque installation devient un point d'ancrage, chaque pompe un début de chaîne productive. Puis le mouvement atteint son point de tension centrale. Les images des champs verdoyants envahissent les écrans africains, contrastant avec les saisons sèches habituelles. À Washington et à Bruxelles, les analystes observent des courbes qui inquiètent. Une baisse de 2-3 milliards de dollars dans les décaissements prévus, une diminution des importations alimentaires en 5 ans, un début de réalignement régional qui échappe au modèle. Les think tanks évoquent une infiltration silencieuse de l'Asie, tandis que certains médias européens dénoncent une montée du populisme agraire. C'est ici que l'intervention d'Ibrahim Traoré marque le sommet du récit. Calme, presque austère, il affirme que l'aide déguisée en bienveillance ne sera plus la norme, refusant de confondre assistance et tutelle. Ce ton, plus que les mots, fracture un ordre l'ancien. Il ne s'agit pas d'une rupture spectaculaire, mais d'un refus méthodique de reproduire la dépendance. Sur le terrain, cette inflexion se matérialise dans les villages. Les jeunes revenus des villes participent aux récoltes, les coopératives improvisent des ateliers de formation, les anciens enseignent un proverbe devenu rituel. Celui qui possède sa semence ne craint pas le prêteur. L'influence du pacte se propage alors comme une onde courte. Les premiers convois d'exportation quittent le Sahel pour le Niger, non pour chercher un profit immédiat, mais pour montrer que l'Afrique peut se nourrir elle-même. Les images des entrepôts remplis circulent largement, créant une dynamique psychologique nouvelle. La dignité n'est plus théorique, elle se voit. La réaction internationale ne tarde pas. Les marchés financiers imposent des contraintes tarifaires prudentes. Les assureurs maritimes augmentent leurs primes, arguant de risques opérationnels. Certaines banques retardent les paiements sous prétexte de conformité.
Pourtant, aucune de ces pressions n'interrompt le flux local. Les moulins burkinabés tournent à plein régime. Les stations hydrauliques maintiennent leur cadence. Les coopératives renforcent leurs circuits internes pour pallier les retards extérieurs. Dans cette Duchamp étendue, le contraste devient net. D'un côté, les rapports occidentaux parlent de perte de levier. De l'autre, les villages observent la stabilité nouvelle de leurs récoltes. Le pacte n'avance pas par discours, mais par continuité discrète. Et plus la critique monte, plus la région s'ancre dans l'expérience qu'elle construit elle-même. La progression du pacte s'observe d'abord dans un simple mouvement baseline delta. Avant l'accord, les plaines du Sahel dépendaient largement des importations, tandis qu'aujourd'hui, les circuits locaux assurent une part croissante de l'approvisionnement national. Cette transition mesurable éclaire la solidité du modèle. Elle ne repose ni sur un miracle climatique, ni sur une flambée d'investissements passagères, mais sur la structuration méthodique d'un ensemble d'indicateurs qui convergent. Le premier chiffre décisif est la hausse de 68% de la productivité du riz, selon les données consolidées du Conseil de souveraineté alimentaire. Cette augmentation spectaculaire ne s'explique pas seulement par l'amélioration des semences, mais par l'intégration d'un système d'irrigation hybride qui stabilise l'apport hydrique sur toute la saison. Ce rendement accru reflète directement la fiabilité technique des stations solaires. Le deuxième pilier quantifiable concerne l'emploi. 2,6 millions d'emplois nouveaux ont été générés, allant de la gestion des pompes à la logistique rurale. Contrairement aux programmes antérieurs centrés sur les importations, ces postes proviennent d'une filière intégrée où chaque activité technique entraîne une fonction complémentaire. Chaque emploi direct soutient en moyenne 2 emplois indirects essentiels. Enfin, la pression extérieure se lit dans la baisse de 37% des importations de riz, un recul assez net pour affecter les projections financières de plusieurs institutions internationales. Cette diminution dépasse le cadre strict de la consommation. Elle modifie la logique budgétaire des États, qui réorientent progressivement les ressources destinées autrefois aux achats extérieurs. Cette réduction libère des fonds utiles à la consolidation des infrastructures locales. Ces 3 données suffiraient à elles seules à dessiner le contour d'une dynamique solide. Pourtant, leur portée véritable apparaît dans la manière dont elles interagissent. L'augmentation du rendement n'est pas un phénomène isolé. Elle réduit les coûts de production, stimule les excédents régionaux et crée un climat favorable à la diversification agricole. Dans de nombreuses coopératives, les responsables utilisent désormais des indicateurs internes, cycle lunaire, humidité du sol, capacité des stations, qui s'ajoutent aux statistiques officielles pour affiner la planification. Cette hybridation entre savoir local et outils modernes construit une résilience que les modèles de dépendance n'avaient jamais permis d'atteindre. L'emploi suit la même logique cumulative. Les nouveaux postes ne se concentrent pas dans les capitales, mais se diffusent dans des zones rurales où l'activité économique avait été longtemps figée. Les jeunes revenus des villes trouvent une stabilité salariale modeste mais régulière, tandis que les femmes, souvent exclues des filières d'importation, dirigent désormais une grande partie des silos communautaires. Ce déplacement de l'activité génère un cercle vertueux. Plus les coopératives se structurent, plus les chaînes internes se renforcent. Quant à la réduction des importations, elle agit comme un levier silencieux. Elle affaiblit le rôle traditionnel des créanciers internationaux et redonne une marge de décision aux États. Cette marge se traduit déjà par des réallocations budgétaires tangibles. Davantage de fonds pour les stations hydrauliques, la formation agricole ou les audits de rendement. Ainsi, les chiffres ne servent pas seulement de preuve. Ils tracent un langage nouveau,
fondée sur la maîtrise progressive du sol plutôt que sur l'attente de financements extérieurs. Les critiques les plus structurées provenant de Washington s'appuient sur un premier argument. Le pacte du riz ne serait, selon eux, qu'un prolongement d'un nationalisme agricole romantique voué à s'essouffler dès que les rendements entreront en tension avec la réalité climatique. Il rappelle les années 1990, lorsque plusieurs réformes avaient échoué faute d'infrastructures durables, et souligne que les sécheresses demeurent un risque majeur pour toute stratégie fondée sur l'irrigation. Pour ces analystes, la dépendance technologique persiste, puisque les stations hybrides reposent sur une expertise importée d'Asie difficile à maintenir sans soutien extérieur constant. Un second argument sceptique cible la dimension politique. Certains experts craignent une fragilité institutionnelle capable d'interrompre brutalement l'élan actuel si les équilibres gouvernementaux venaient à changer. Ils évoquent le précédent de programmes agricoles devenus caducs à la suite de transitions politiques rapides, insinuant qu'un modèle trop associé à une seule phase de leadership pourrait manquer de continuité. La mise en garde porte sur les risques d'isolement régional. Réduire le recours au crédit international pourrait restreindre l'accès au marché et ralentir l'intégration financière. Face à ces thèses solides, la réponse des défenseurs du pacte ne repose pas sur un rejet idéologique mais sur des faits observables. La technologie asiatique n'est pas injectée verticalement. Elle est partagée dans des équipes mixtes où les agronomes locaux acquièrent une maîtrise progressive, notamment grâce aux stations solaires, dont les diagnostics sont accessibles aux coopératives. Cette horizontalité technique réduit le risque de dépendance future. Quant à la continuité politique, elle est institutionnalisée par la rotation biennale du Conseil de souveraineté alimentaire, structure conçue pour survivre au changement de leadership. Le modèle ne s'appuie donc pas sur la permanence d'un homme, mais sur un cadre régional stabilisé. Enfin, l'argument de l'isolement trouve ses limites dans les données. Les échanges régionaux ont augmenté de 28%, soutenus par des corridors sud-sud en pleine expansion. L'expérience montre que l'ouverture ne disparaît pas. Elle se reconfigure autour d'alliances plus équilibrées. Une nation qui se nourrit avance. Cette phrase, prononcée lors d'un discours improvisé, a instantanément déplacé le centre de gravité du pacte. Il ne s'agissait plus seulement d'un programme agricole, mais d'un manifeste sur l'autonomie comme condition première du pouvoir. L'impact fut immédiat, parce que les mots ne désignaient pas une utopie, mais une réalité déjà visible dans les rizières, les coopératives et les marchés ruraux où le riz local circulait avec une assurance nouvelle. Les réseaux sociaux africains se sont emparés de cette déclaration en quelques heures, transformant un simple énoncé en symbole partagé. Les hashtags fleurissaient, les vidéos de récolte circulaient et les discussions publiques prenaient un ton inattendu. Parler de souveraineté n'était plus réservé aux institutions, mais aux familles qui constataient chaque semaine une stabilité alimentaire croissante. Dans cette montée en intensité, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un orateur cherchant les faits, mais comme l'écho d'un mouvement déjà enraciné. Son intervention marque le milieu du récit, là où l'expérience cesse d'être un pari pour devenir une trajectoire assumée. À partir de ce moment, les enjeux se clarifient. Ce pacte ne modifie pas seulement des chiffres, il redéfinit la relation entre production et liberté. Les effets du pacte se déploient en cercles successifs, touchant d'abord les nations du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger constatent une baisse notable, près de 39%, de leurs importations de riz, ce qui stabilise leurs réserves stratégiques portées désormais à plus de 60 jours de consommation nationale. Les ports d'Abidjan et de Lomé, autrefois saturés de cargaisons étrangères, reçoivent maintenant des volumes croissants de production régionale destinés à la redistribution. Cette réorientation dessine un nouvel équilibre économique
dans lequel la sécurité alimentaire devient un pilier central et où les débats traditionnels sur la dette perdent progressivement de leur emprise. Dans ce cadre élargi, Ibrahim Traoré insiste sur une souveraineté économique mesurée en tonnes produites plutôt qu'en crédits reçus. Pour les entreprises locales, une transformation structurelle apparaît. Trois usines de transformation gérées en coopérative opèrent à plein régime, générant plus d'1 milliard de dollars de valeur ajoutée par an. Autour d'elle, une économie d'artisans et de techniciens se consolide. Réparateurs de pompes, mécaniciens agricoles, transporteurs régionaux, gestionnaires de silos. Cette dynamique ne dépend pas d'un boom temporaire, mais d'une filière stable portée par l'irrigation continue. Les investisseurs asiatiques ne se positionnent pas en extracteurs, mais en partenaires. Ils forment, transfèrent et ajustent leurs méthodes aux contraintes climatiques locales. Le résultat est un tissu économique moins vulnérable aux fluctuations extérieures, davantage enraciné dans la maîtrise de la production. Du côté des citoyens, les répercussions sont tangibles au quotidien. Les marchés sont mieux approvisionnés. Les variations de prix, autrefois soudaines, se stabilisent autour de niveaux plus accessibles. Les jeunes, longtemps attirés par les départs vers l'Europe, reviennent en partie vers les zones rurales, attirés par une perspective de stabilité modeste mais durable. Les femmes jouent un rôle central. Elles dirigent environ 100% des nouveaux silos communautaires, donnant à la filière une dimension inclusive inédite. Les écoles s'adaptent elles aussi. Les enfants apprennent à lire des cartes d'irrigation, à comprendre les cycles de l'eau, à relier la science à la pratique agricole. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir un élément de vie courante. Enfin, au niveau régional et international, l'onde de choc se propage. Le Niger lance ses villages solaires, le Mali expérimente une initiative baptisée Blé de liberté, et plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest observent le modèle AES avec une prudence mêlée d'intérêt. Face à cela, les réactions extérieures oscillent entre inquiétude et réajustement. Certaines banques occidentales rallongent les délais de paiement, tandis que les assureurs maritimes augmentent leurs tarifs, invoquant des risques systémiques. Pourtant, ces pressions n'inversent pas la dynamique, elles la renforcent. Dans les villages, le pacte n'est pas perçu comme une rupture idéologique, mais comme une méthode stable, soutenue par la conviction que produire soi-même équivaut à protéger son avenir. Trois trajectoires se dessinent pour les prochains mois, chacune révélant une manière différente d'éprouver la solidité du pacte du riz. Elles ne prédisent rien, elles ouvrent des cadres d'analyse pour comprendre comment le Sahel pourrait absorber les pressions extérieures tout en consolidant ses acquis internes. Dans le scénario de base, la région poursuit son rythme actuel. Les infrastructures d'irrigation atteignent progressivement leur pleine capacité et les coopératives stabilisent leur chaîne de distribution. Si les stations hybrides maintiennent leur rendement constant, alors les excédents régionaux continueront d'alimenter les marchés voisins. Cette trajectoire suppose que les partenaires sud-sud conservent leur niveau d'engagement technique et que les institutions financières extérieures choisissent une approche prudente plutôt qu'une confrontation économique. Si les contraintes tarifaires restent limitées, alors les flux commerciaux conserveront leur cohérence. Le résultat probable serait un équilibre encore fragile, mais déjà structurant, où la région renforce sa capacité à produire avant de négocier. Dans le scénario optimiste, les effets multiplicateurs s'accélèrent. Les filières locales étendent leurs rayons d'action et les industries de transformation se diversifient autour de nouveaux produits semi-finis. Si les rendements agricoles maintiennent leur progression actuelle, alors le bloc AES pourrait atteindre un surplus net dès 2027. Cette dynamique ouvrirait la voie à des corridors d'échange plus vastes, donnant au Sahel un rôle d'exportateur régional stable. Si les alliances techniques s'élargissent, alors la région
pourrait disposer d'un socle solide pour réduire sa vulnérabilité climatique. Dans ce cadre, la souveraineté alimentaire cesserait d'être une étape pour devenir une orientation durable, imprégnant les politiques publiques comme les plans communautaires. Dans le scénario plus sombre, les pressions internationales s'intensifient. Les assureurs maritimes renchériraient davantage leurs tarifs, les banques prolongeraient les délais de transfert et certaines routes logistiques subiraient des ralentissements forcés. Si les campagnes de déstabilisation financière se multiplient, alors plusieurs maillons de la chaîne pourraient être temporairement fragilisés. Les les tensions internes entre partisans de la filière communautaire et anciens technocrates pourraient ressurgir dans certains secteurs administratifs. Si les coûts logistiques augmentent trop vite, alors certaines coopératives réduiront leur capacité de stockage ou de transport. Pourtant, même dans ce scénario, les acquis structurels, irrigation, semences, formation locale, resteraient des fondations difficiles à renverser. Quel que soit le chemin emprunté, une constante demeure. La région avance désormais selon un principe clair où la production constitue le point d'ancrage de toute projection politique. L'impact du pacte se mesure aussi dans la manière dont il rejoint trois groupes souvent séparés par leurs préoccupations quotidiennes. Pour les jeunes urbains, le changement ne se lie pas dans les réunions politiques, mais dans la possibilité nouvelle de construire un avenir sans quitter leur pays. Beaucoup voient dans la stabilité des filières agricoles une alternative crédible à l'exil, un socle sur lequel bâtir des projets modestes mais réels. Les retours en zone rurale, autrefois perçus comme des reculs, deviennent des choix assumés, portés par l'idée qu'une économie locale solide vaut mieux qu'un horizon incertain ailleurs. Pour les femmes rurales, la transformation résonne comme une prise de pouvoir progressive. Elles dirigent une majorité des nouveaux silos communautaires et gèrent la logistique des coopératives avec une précision que les anciens modèles fondés sur les importations ne valorisaient pas. Cette responsabilité accrue n'est pas seulement économique, elle redonne une visibilité sociale aux activités qu'elles menaient souvent dans l'ombre. Les réunions hebdomadaires, consacrées autrefois à des stratégies de survie, s'ouvrent désormais à des discussions sur les ventes, les calendriers d'irrigation et la formation des jeunes filles. Pour la diaspora, la mutation du Sahel suscite un effet miroir inattendu. Les récits de stabilité alimentaire et de coopératives florissantes rappellent que le départ n'est pas une fatalité et que les liens familiaux se renouvellent à travers des projets concrets. Les transferts financiers, longtemps destinés à combler les urgences, s'orientent vers des investissements productifs. Achat de semences, appui logistique, participation à des réseaux de transport. Cette évolution change le sens même du soutien à distance. Dans la somme de ces expériences, un message s'impose discrètement. L'autonomie transforme les trajectoires individuelles. La consolidation du pacte exige une méthode courte, précise et mesurable. Chaque étape doit être attribuée clairement afin que les communautés comme les institutions avancent sans dépendre d'impulsions extérieures. Le gouvernement, les coopératives et les partenaires Sud-Sud partagent ici des responsabilités distinctes mais complémentaires. La première étape consiste à renforcer la recherche locale. Les universités du Sahel collaborent avec les centres vietnamiens pour créer des semences plus résistantes. Quand les premiers prototypes atteignent 5,5 tonnes par hectare, la phase suivante peut commencer. Cette mesure simple fixe une ligne d'arrivée concrète. La deuxième étape vise à fluidifier la logistique régionale. Le ministère des Transports coordonne l'interconnexion Abidjan, Lomé, Cotonou. Quand le coût du fret baisse de 30%, les coopératives gagnent d'un avantage structurel. Les corridors deviennent alors des artères économiques, non des goulets d'étranglement. La troisième étape repose sur un principe clair, financé par le sol plutôt que par la dette.
Le ministère des Finances convertit une partie du service de la dette en fonds permanents pour l'irrigation. Quand ces fonds couvrent au moins 2 cycles agricoles complets, la dépendance au crédit extérieur recule mécaniquement. Ce basculement crée une stabilité que les prêts n'ont jamais garantie. La quatrième étape met l'accent sur la décentralisation de la gouvernance. Le Conseil de souveraineté alimentaire tourne chaque 2 ans entre les pays membres. Quand les audits annuels confirment la transparence des coopératives, la gouvernance gagne en légitimité. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré insiste sur un principe. Aucune décision ne doit se concentrer en un point unique. La cinquième étape propose de redéfinir les indicateurs de réussite. Les États adoptent des mesures centrées sur la sécurité alimentaire et la résilience communautaire. Quand ces indicateurs progressent de manière continue, la région dispose d'un baromètre interne fiable. À travers ces 5 paliers, la souveraineté cesse d'être une aspiration. Elle devient une méthode reproductible. Sous le même soleil qui avait vu naître les premières stations hybrides, les champs du Sahel bruissent désormais comme une mer stable. Au centre de cette scène retrouvée, un simple geste revient. Celui d'un agriculteur levant un bol de riz local, rappel direct aux images qui avaient autrefois circulé autour d'Usman Dio. Ce motif, humble et familier, résume mieux que n'importe quel discours l'itinéraire parcouru. La transformation n'a pas pris la forme d'un renversement spectaculaire, mais d'une continuité patiente, enracinée dans les mains qui sèment. Dans ces paysages redevenus fertiles, Ibrahim Traoré avance sans emphase, observant les coopératives fonctionner avec une autonomie qui aurait semblé improbable quelques années plus tôt. Rien n'est triomphal, tout est mesuré. Le silence partagé entre les agriculteurs, les pompes solaires et les sillons parfaitement tracés raconte une histoire où la dignité a cessé d'être une promesse pour devenir une habitude. Les enfants courent entre les tiges, les femmes organisent la prochaine rotation et les anciens murmurent que la terre répond enfin. La scène n'est pas une célébration, c'est une mémoire vivante qui se transmet dans chaque récolte. Et dans cette lente respiration collective, une certitude s'impose. La liberté germe dans ce que l'on cultive. Dans l'élan nouveau qui traverse le Sahel, l'essentiel n'est plus de célébrer un modèle, mais de consolider la dynamique collective qui lui donne sens, les marchés apaisés, les coopératives plus sûres d'elles et les filières locales mieux structurées posent les bases d'un rapport renouvelé entre production et avenir. Cette cohérence naît d'une idée simple. Lorsqu'une communauté se nourrit d'elle-même, elle gagne un espace de décision que rien d'extérieur ne peut complètement lui retirer. Le symbole du riz local, autrefois discret, s'est transformé en langage partagé. Il apparaît sur les sacs, dans les écoles, dans les réunions de village, comme une manière d'exprimer une appartenance qui ne dépend pas des fluctuations extérieures. Dans cette trajectoire, chaque spectateur trouve une place. Soutenir une coopérative, suivre les projets régionaux, ou simplement observer comment un geste agricole redessine une identité. Reste alors une question ouverte, portée par ceux qui voient cette transformation s'étendre. Quelle forme prend la liberté lorsqu'elle pousse dans le sol plutôt que dans les paroles?